Merci de nous écouter sur les réseaux synchronisés de Radio Mali. Il est 13h. Le journal. Barakissa Ouattara. 47 milliards de francs CFA, c'est le coût de la deuxième phase du programme de développement de l'irrigation dans le Bani et à Sélingué. Elle a été lancée hier par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. Objectif, assurer la sécurité alimentaire au Mali. À Mopti, c'est le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme qui a procédé à l'inauguration de la maison de justice. Ce joyau architectural qui a coûté environ 1 milliard de francs CFA contribuera aux efforts de réforme et de modernisation de la justice dans la région de Mopti et du centre. À la une de l'actualité sportive, les Jeux AES. La compétition commence demain ici à Bamako. Plusieurs disciplines seront à l'honneur. Dans la chronique du développement en rediffusion, Soumaïla Berthié nous parle de l'agence de notation souveraine. Cette structure qui évalue la capacité des pays à la recherche d'investissements à pouvoir rembourser leurs éventuelles dettes. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais, un peu plus de 47 milliards de francs CFA, c'est le coût de la deuxième phase du programme de développement de l'irrigation dans le Bani et à Sélingué, PDI-BS. Elle a été lancée hier par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. Au regard des bons résultats engagés lors de la première phase, le gouvernement du Mali et la BOAD ont décidé de mettre en place une deuxième phase. Cette deuxième phase sera mise en œuvre à Djéné, à 100 dans la zone du Moyen Bani et à Sélingué. Il s'agit pour le Premier ministre d'assurer la sécurité alimentaire au Mali. Reportage Mamari Koné et Aliou Touré de la presse primature. Après les succès obtenus dans la mise en œuvre du programme de développement de l'irrigation dans les bassins du Mali et à Sélingué, première phase, voici donc la deuxième phase. C'est-à-dire que le développement de l'irrigation est au cœur de la stratégie de développement agricole au Mali. Elle vise à soutenir la résilience des populations rurales, garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, stimuler la croissance économique et enfin lutter contre la pauvreté. Dans la mise en œuvre de la première phase du programme, des acquis ont été obtenus à Djéné, San et Sélingué. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le Mali est un pays à vocation agro-pastorale avec le plus grand potentiel hydro-agricole de la zone sahélienne. C'est pourquoi la politique agricole du gouvernement est orientée vers une vision globale du développement durable déclinée dans le Malikro Nyata Sirak ABS Ambafla Bioroni Savama, dont la finalité est d'assurer la satisfaction des besoins fondamentaux de notre population à l'horizon 2063. Le programme, dans sa première phase, a permis, malgré le contexte sécuritaire difficile dans certaines de ces zones d'intervention, entre autres, la réalisation des barrages de ceux structurants de Kourouba et de Djéné, et leurs ouvrages connexes, aujourd'hui tous fonctionnels, l'aménagement hydro-agricole de 36 500 hectares, la production additionnelle annuelle induite de 61 085 tonnes de riz paddy, 3 668 emplois créés sur les différents sites. La deuxième phase du programme s'inscrit dans la continuité de la précédente, dont l'objectif global est de contribuer à l'accroissement de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté dans les zones de Djéné, du Moyen Bani et de Sélingué. Il coûtera à l'État et à ses partenaires plus de 47 milliards de francs CFA. Le programme, dans sa deuxième phase, va soutenir davantage le développement de l'agriculture irriguée pour passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture de production maîtrisée et rentable. Et cela permettra de créer les conditions d'une forte contribution de notre secteur agricole à l'économie nationale. Le montant total de la deuxième phase est estimé à 47,4 milliards de francs CFA, sur lesquels 30 milliards de francs CFA sont pris en charge par la Banque ouest-africaine de développement et 900 millions de francs CFA par la contrepartie malienne. Il est prévu l'aménagement de 10 240 hectares nouveaux, la réalisation de 135 km de pistes agricoles et plusieurs activités d'accompagnement au bénéfice des femmes et des jeunes. Le Premier ministre a engagé le ministre de l'Agriculture à veiller au suivi de la mise en œuvre des activités du programme au profit des populations.
Il a enfin exhorté les producteurs et l'ensemble des acteurs du secteur du développement rural à s'investir davantage en vue de l'atteinte des objectifs assignés par le président de la transition dans le plan de campagne agricole harmonisé et consolidé 2025-2026. Et ce communiqué, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Moussa Ag Atayer, informe l'opinion nationale que le gouvernement du Mali suit avec une grande attention la situation de nos compatriotes établis en Iran depuis l'éclatement du conflit dans cette région. Au regard des évolutions préoccupantes de la situation sécuritaire dans ce pays, le gouvernement, à travers le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, a procédé au recoupement d'informations par l'intermédiaire de notre ambassade à Téhéran et établi un contact direct avec la communauté malienne en Iran. La situation de présence de Maliens dans ce pays se présente ainsi. 3 familles de diplomates maliens avec 9 personnes à Téhéran, 20 étudiants boursiers à Kazvin, une centaine d'étudiants en études islamiques et leurs familles à Qom. Le ministre suit avec une grande attention l'évolution de la situation et rassure que des dispositions sont en cours pour procéder au rapatriement de tous nos compatriotes concernés par la situation et désirant quitter l'Iran. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Ag Atayer, invite l'ensemble de nos compatriotes établis en Iran à garder le calme et à éviter les zones à risque. Depuis 10 jours, des dizaines de candidates pour le concours de l'École nationale de l'administration sont en cours de soutien. La ministre chargée de la promotion de la femme, accompagnée de ses collègues de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, a apporté son soutien et des conseils aux bénéficiaires de cet atelier. C'est le groupe scolaire Sama Kamara d'Anchoko, de Missira et l'école publique de Dar Salam qui abrite ces cours de soutien. Reportage Awa Adama Koulibaly. Certaines sur place, d'autres au tableau. Chacune des candidates à tour de rôle doit proposer un traitement pour le sujet donné. La réflexion avait atteint son paroxysme, l'inspiration était au rendez-vous et les mains ne s'arrêtaient plus. Il fallait introduire, développer et conclure. Traoré Timé Guindo, formatrice. Cette formation consiste à former les participants au concours de l'ENA à la technique de la dissertation en culture générale. Il s'agit de les faire revoir un peu les techniques qu'elles avaient peut-être oubliées. L'initiative est du département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Le choix des femmes et filles n'est pas fortuit. Djara Djeneba Sanogo, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. C'est pour le renforcement des capacités à l'endroit des femmes et filles, pour une meilleure représentativité de ces cibles-là au niveau des instances de prise de décision. Une cause qui est également chère aux candidates. Chacune d'elles vise un objectif précis à l'issue du concours d'entrée à l'École nationale d'administration. Traoré Fatoumata Yalkoué, candidate. J'ai choisi d'abord de faire le concours parce que j'ai le diplôme qui me permet de le faire et en plus je suis assoiffée de travailler pour mon pays. Oumou Modi Traoré, candidate. J'ai choisi de participer à ce concours pour être parmi les hauts fonctionnaires, apporter ma pierre à l'édifice. Je suis une femme, je vais prendre des décisions pour des femmes, diriger ce pays un jour peut-être. Les 677 candidates inscrites au concours ont 3 semaines pour réviser la culture générale, à la suite de laquelle épreuve, un autre renforcement de capacité sera organisé pour les épreuves techniques. Radio Mali à Mopti et environ 94.4 MHz en FM. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a procédé à l'inauguration de la maison de justice de Mopti. D'un coût de réalisation d'environ 1 milliard de francs CFA, le joyau architectural va appuyer les efforts de réforme et de modernisation de la justice dans la région de Mopti et du centre. Reportage Oumar Maïga et Suleiman Tepsougi. Bâtie sur une superficie de 8200 m², la maison de justice de Mopti est une infrastructure conçue dans le style architectural soudano-sahélien, composée de bâtiments administratifs avec des bureaux, une salle de conférence, d'un bâtiment hôte, un mur de clôture de 3 mètres de hauteur, entre autres. Issa Kansaï, maire de la commune urbaine de Mopti. Ces œuvres est un symbole architectural de partenariat entre le gouvernement de la République du Mali et Cap Sahel, une structure décentralisée
qui assurera désormais une présence judiciaire de proximité et garantira aux citoyens un accès aux droits. Fruit d'un partenariat fécond entre ECAP Sahel et le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme à travers l'Union européenne, une page glorieuse de l'histoire s'ouvre à la justice malienne. Peter Grabo Golding, chef de la mission ECAP Sahel au Mali, représentant l'ambassadeur de l'Union européenne. Cette maison offrira aux magistrats un cadre de travail sécurisé où ils pourront exercer en toute sérénité, même lorsqu'ils sont éloignés de leur juridiction habituelle. Elle permettra également d'héberger des sessions de formation à destination des officiers de police judiciaire. Mahmoud Kassogé, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. La réalisation d'une telle infrastructure est aujourd'hui plus que jamais une nécessité pour accompagner les efforts des forces de défense et de sécurité dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et toutes les autres formes de criminalité auxquelles notre pays fait face, favorisant ainsi le retour des services de l'État dans les localités touchées par l'insécurité. En effet, la protection de l'État et l'accès aux services sociaux de base constituent des droits de nos concitoyens, quel que soit le lieu où ils se trouvent sur le territoire national. La réalisation du projet vient rallonger la liste des actions majeures réalisées au compte de la justice. Elle participe de la vision et des orientations du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, de bâtir une justice accessible, moderne, dynamique et orientée vers la satisfaction des besoins de nos concitoyens. La Maison Justice vient renforcer les capacités de notre département à mieux s'organiser pour faire face aux réalités nouvelles qui induisent la nécessité de prendre les dispositions nécessaires, innovantes et adaptées pour assurer le bon fonctionnement du service public de la justice sur l'ensemble du territoire national. La Maison Justice de Mopti, qui paraissait comme une vue d'esprit, devient ainsi une réalité grâce au soutien de tous ceux qui ont contribué à sa réalisation dans la région de Mopti. Mopti, Oumar Meiga et Suleiman Tepsigé pour l'ORTM. Le plan de travail annuel de l'ANP, l'Agence nationale pour l'emploi, a été exécuté à plus de 83% en 2024, soit 72 activités exécutées. Déclaration faite à l'ouverture de la 50e session du conseil d'administration de cet établissement public à caractère administratif. Les administrateurs ont également été informés de la reconduction du Mali à la tête de l'Association mondiale des services d'emploi public AMCEP sur le plan de travail de 2025. Daouda Kouni. Clôturé à la date du 31 décembre 2024, le rapport d'activité et financier 2024 de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE est présenté aux administrateurs de la structure en la faveur de la 50e session ordinaire du conseil d'administration pour approbation. Il ressort que les activités ont été réalisées à plus de 83%, soit 72 activités réalisées ou en cours d'exécution. Ibrahim Agnok, directeur général de l'ANPE. Un taux d'exécution du PTA de 83%, un total bilan de 10 milliards. Au niveau des commissaires aux comptes, les états financiers ont été donc certifiés. Je voudrais encore une fois profiter pour féliciter l'ensemble du personnel de l'ANPE pour le travail abattu. Les administrateurs sont informés de la reconduction du Mali à la tête de l'Association mondiale des services d'emploi public AMCEP lors de la 8e Assemblée générale élective de l'association en Côte d'Ivoire. Il convient de signaler que le Mali a été réélu à l'unanimité des 78 pays membres pour un 3e mandat. Mboji Touré, président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi. Grâce à la reconnaissance du leadership du directeur général de l'ANPE, M. Ibrahim Agnok, qui a été invité par ses pairs à poursuivre les innovations et actions majeures entreprises en cours de réalisation, ensemble nous conjuguons nos efforts pour que ce 3e mandat, qui est une première dans les annales de l'ACEP, soit un plein succès afin de juguler les multiples défis liés à l'emploi et à la formation professionnelle. À l'ouverture, une minute de silence est observée en la mémoire de Ibrahim Ndiaye, dit Ibandiaye, ancien directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE et ancien ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, décédé le 6 juin 2025. À présent, les nouvelles hors du pays. Au Niger, les autorités ont annoncé hier la nationalisation de la Somaïr, une filiale du géant français de l'uranium Orano. Le dossier suscitait des tensions entre Paris et Niamey depuis plusieurs mois. En Côte d'Ivoire, les deux principaux partis d'opposition, le PDCI, RDA et le PPACI, ont fait un front commun. L'annonce a été faite dans une déclaration commune hier. Ce front commun vise à mener des actions communes visant à défendre plusieurs causes.
L'intégration sur la liste électorale de Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé et Noël Akossi Banjo. Ces fronts communs réclament également une révision de la liste électorale avant l'élection présidentielle d'octobre et un dialogue politique. Le Nigeria organise aujourd'hui le premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest qui n'est pas porté par la CEDEAO. Abuja accueille aujourd'hui et demain samedi des chefs d'État, des ministres, des dirigeants du secteur privé, des institutions de développement. Le pays veut se positionner comme un carrefour du commerce et de l'investissement ouest-africain. Les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel sont conviés. L'Italie accueille aujourd'hui un sommet pour donner un coup d'accélérateur à son plan de développement pour l'Afrique. Ce sommet est destiné à accélérer la mise en œuvre du plan Mattei promu par Rome. Ce dernier vise à limiter l'immigration clandestine africaine dans l'Union européenne en aidant les économies de plusieurs pays du continent africain. Mali Actualité, il est 13h passé de 15 minutes. En sport, football, Coupe du monde des clubs FIFA États-Unis 2025. La deuxième journée de la phase des groupes a débuté hier et ce soir, Los Angeles FC affrontera Espérance Tunis. Football féminin, la 10e journée du championnat de première division prend fin cet après-midi. Jeux AIS, la compétition commence demain ici à Bamako. Plusieurs disciplines seront à l'honneur. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Chinou. Bamako sera la capitale sportive de l'AIS à partir de demain. C'est là, à la faveur des premiers Jeux de l'Alliance des États du Sahel, que notre pays s'apprête à accueillir. Plus de 500 athlètes issus des 3 pays compétiront dans 10 disciplines, à savoir l'athlétisme, le bras de fer sportif, le tir à l'arc, le tir sportif, le judo, le karaté, la lutte traditionnelle, le kung-fu wushu, le taekwondo et le football. L'événement est placé sous la haute présidence du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président en exercice de l'AIS. Les délégations ont commencé à venir. Le Burkina Faso est déjà à Bamako depuis hier. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et la construction citoyenne, nous précise l'esprit de ces Jeux et son objectif. Abdou Kassim Ibrahim Fomba est au micro de Abdul Karim Kaba. C'est vraiment de ressortir toute la symbolique de l'union, toute la symbolique des valeurs que nous partageons, toute la symbolique aujourd'hui de ce milieu de l'AIS qui est aussi un milieu de sport, de cohésion. Et c'est vraiment un des premiers aspects que nous voulions mettre en avant. Mais également mettre en avant toute cette résilience aujourd'hui que nos peuples de l'AIS montrent et aussi cette expression de citoyenneté dans le cadre de nos espaces. Je pense qu'aujourd'hui, les Jeux, au-delà, doivent incarner également la paix, cohésion, l'engagement, le respect. Les sites retenus sont le Palais des Sports Salamatou Maïga, le stade du 26 mars et le stade Mamadou Konaté. Déjà samedi, dans la matinée avant l'ouverture officielle, le Mali affrontera le Niger au stade Mamadou Konaté en football. Ces premiers Jeux de l'AIS, c'est du 21 au 28 juin. Championnat national de football féminin, la 10e journée est à l'honneur. Cette journée qui a commencé hier prendra fin cet après-midi. Au stade Ablaye Makoro Sissoko de Caille, Tigresse de Caille accueillera Centre UFC. Hier, l'AS de Bamako a battu Tiré AC de 100 par 2-1. Victoire Esperion devant Isfas 4-3. Andran sportif de Sirakoro a plié devant l'AS Mandé 5-0. Amazon a été battu par Soudou Baba de Mopti par 3-2. La rencontre AS Momo AS Police n'aura pas lieu en raison du forfait de l'AS Momo. En ce qui concerne la Coupe du Monde de football, les demi-finales se joueront dimanche au stade Wenzin Koulibaly. AS Mandé ASL à 16h et Isfas Amazon à 18h30. Ce même dimanche, la FEMA Foot accueillera une délégation de la FIFA pour la réception provisoire du nouveau centre technique du Mali. La délégation devra animer une conférence de presse mardi à 14h au 10 centre et la délégation séjournera au Mali du 22 au 27 juin. Et puis, Coupe du monde des clubs États-Unis 2025 pour terminer. La deuxième journée du groupe 2 a débuté hier soir en ce qui concerne les pays africains. Palmeiras l'a emporté devant El Ali d'Égypte 2-0. Cet après-midi, Los Angeles FC affrontera l'Espérance de Tunis et le coup d'envoi est prévu pour 22h. Chronique du développement.
La chronique du développement en rediffusion nous parle de l'agence de notation souveraine. Cette structure évalue la capacité des pays à la recherche d'investissement à pouvoir rembourser leurs éventuelles dettes. Le dernier sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba, Éthiopie, a décidé de mettre en place à partir de ce mois de juin une agence africaine de notation souveraine. Pourquoi une agence pour l'Afrique et quels sont les critères de notation? Élément de réponse dans ce numéro avec Soumaïla Berté et Marc Dambéli. Les investissements ou même les prêts au profit d'un pays tiers sont souvent conditionnés à l'évaluation des agences dites de notation souveraine. À ce jour, il existe 3 grandes agences de notation au monde implantées pour la plupart dans les pays développés. Souvent victime d'évaluations erronées, l'Afrique a décidé de créer sa propre agence de notation. Qu'est-ce qu'une agence de notation souveraine et quel intérêt pour notre continent? La réponse avec Modibo Maoumakalou, économiste. Quand un pays sort sur les marchés des capitaux internationaux, évidemment, les investisseurs évaluent ces notations souveraines. Mais évidemment, cela pose quelques difficultés pour certains pays parce que ces agences sont toutes basées dans des pays occidentaux. Les Africains se sont beaucoup sentis lésés et à juste raison. C'est donc après le 38e sommet de l'Union africaine, il a été décidé de mettre en place à partir de juin 2025 une agence souveraine africaine de notation. Il s'agit plutôt de corriger les notations inadaptées parce que, évidemment, les évaluations ne sont pas vraiment contextualisées, ne font pas recours à l'expertise locale et sont faites par des agences qui sont situées en dehors du continent. Il s'agit d'inclure des nouveaux paramètres qui permettraient de contextualiser un peu ces notations, d'évaluer objectivement les risques auxquels les pays sont assujettis, mais tout en prenant en compte aussi des aspects exogènes comme les climats, les conflits et les données locales et par exemple les données politico-institutionnelles. Mais il s'agit essentiellement pour une agence de notation d'évaluer in fine la capacité de remboursement. Et les Africains ont l'impression que ce n'est pas évalué de manière objective par des agences qui sont extérieures au continent. Après la mise en place de l'Agence de notation souveraine d'Afrique, on est en droit de savoir quelle peut être sa valeur ajoutée et ses relations avec les agences évoluant déjà sur le terrain. Modibo Maoumakalou. Je pense qu'il faut quand même s'inspirer de ce qui a été fait en Asie et ailleurs. C'est de donner des éléments que les autres agences extérieures ne peuvent pas donner en recourant à l'expertise locale, au savoir-faire aussi et aux données actualisées, parce que évidemment il y a 3 correctifs essentiels qu'il faut apporter concernant les facteurs exogènes et aussi la validation des données et l'actualisation de ces données locales qui ne sont pas toujours disponibles au niveau international, mais aussi de vendre une meilleure image de l'Afrique parce qu'on ne prend que les aspects les plus négatifs. Comment faire aussi pour découpler un peu la capacité de remboursement des cycles politico-institutionnels. Excellente idée pour les Africains, mais encore faut-il faire savoir ce que cette agence va faire et qu'il y ait beaucoup de campagnes de sensibilisation et de communication pour que ces données puissent être à la portée des investisseurs. Avec des expertises locales avérées, il n'y a pas de raison que la mise en place de l'Agence de notation souveraine de l'Afrique ne puisse pas contribuer à fournir des informations fiables sur les pays concernés, car la finalité du processus de notation est de déterminer la capacité des pays à rembourser leurs dettes. Voilà, à suivre cette édition sur nos plateformes digitales. C'est la fin de cette édition. C'est une présentation de Barakissa Ouattara. Elle a été réalisée par Awa Traoré sous la coordination de Brahma Traoré. La mise en onde est assurée par Bintou Traoré. À la mise en ligne, Badi Touré. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 19h30 avec Soumaïla Berté. D'ici là, juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Fatim Dambélé. Bonne suite de programme.